La France est séparée géographiquement en deux parties distinctes par la Loire, dernier grand fleuve sauvage d'Europe. Au nord, les brumes. Au sud, la chaleur du soleil. C'est dire l'importance du fleuve irriguant des paysages uniques, ceux du Val-de-Loire. Immédiatement, nous viennent à l'esprit les fastes de la Renaissance, les rois de nos livres d'histoire et leurs châteaux. Ces prestigieux monuments côtoient des habitats plus modestes qui ont la particularité de n'être pas bâtis, mais creusés. Ils ne se dressent pas sur la plaine, mais se cachent à l'abri des regards. On les appelle des troglodytes. Remontons le temps. Transportons-nous au XVIe siècle, à quelques kilomètres d'Angers. Les Mousseaux de Denzé est un hameau peuplé d'artisans et de tailleurs de pierre. Vivant en troglodytes, ils sont organisés en une communauté groupant protestants, catholiques et juifs. Ils forment une confrérie libertaire, au-dessus des races, des religions et de la politique. Bref, la douceur angevine chère au poète du Bellay. Mais en 1539, les interdits de Villers-Cotterêts abolissent les confréries de métier et les obligent à entrer dans la clandestinité. Nos tailleurs de pierre, ne pouvant se réunir au grand jour, le font souterrainement, dans une caverne, et s'expriment en sculptant dans le tuffeau une chronique de leur époque. Les portraits de centaines de personnages se côtoient, taillés en rondes bosses. Compagnons ou maîtres, ils continuent de pratiquer leurs rites initiatiques. Plus simplement, ils ressentent le besoin de laisser un témoignage de leur vie. Les instruments de musique les accompagnent, comme la bousine mentionnée par Rabelais, ou la mandole qui évoque la Renaissance italienne. Les vêtements ont aussi leur part d'histoire et d'anecdotes, comme celle du caleçon féminin. La reine, Catherine de Médicis, bonne cavalière, supportant mal de montrer son intimité lors des inévitables chutes de cheval, introduit cette invention révolutionnaire d'origine vénitienne, aux grandes dames du pape. À cette époque, les problèmes de la vie quotidienne étaient résolus de façon très pratique. Lors des étés torrides, les femmes se promènent les seins nus, encadrées par un large décolleté. L'espoitrinement valois à la vénitienne. Venise, l'Italie. La reine Catherine de Médicis est originaire de Florence. Maîtresse femme et catholique fervente, elle engendre des luttes de pouvoir sans pareil, allant de complot en assassinat. 15 mars 1560, la conjuration d'Amboise menée par les protestants est déjouée par les Guises. La répression est sévère. Les suspects sont pendus et les chefs protestants
exécutés à la hache. C'est le début des guerres de religion. Catholiques et huguenots s'affrontent dans un bain de sang, pillent, massacrent, incendient, rasent des villages du Saumurois. Après la conjuration d'Amboise, le pape Pie IV, un Médicis, satisfait de ce bon exemple donné par la France, envoie au cardinal de Guise des lettres de congratulation, accompagnées d'un tableau consacré par sa sainteté en remerciement. Il s'agit de l'épure de la fameuse Pietà de la cathédrale de Florence, groupe sculpté dans le marbre avec Joseph d'Arimathie, la Vierge et Saint Jean enfant portant le corps du Christ avant la mise au tombeau, portraituré par Michel-Ange lui-même. Or, le messager qui porte les lettres du pape avec le présent tableau tombe malade, victime de la peste. Redoutant que son retard ne soit dommageable, il confie ses courriers à un marchand qui se rend également à la cour de France. Celui-ci jure sur la Bible de remettre en main propre les lettres du pape au cardinal de Guise. Mais auparavant, ses compagnons protestants auront modifié le dessin original. À Blois, à l'issue d'un somptueux dîner comme il sait les donner, le cardinal de Guise fait dérouler le présent du pape. Catherine de Médicis, le cardinal de Bourbon, les ducs de Montmorency et de Guise et autres grands du jour, la cour tout entière, reste médusée devant l'ignominie de la toile. Quelle consternation! La Sainte Vierge à la tête de Catherine de Médicis. À la place de Joseph d'Arimathie, on reconnaît le cardinal de Guise et la jeune reine Marie Stuart, épouse de François II, figure à la place de Saint Jean enfant. Le Christ, sur les genoux de la Vierge, a les traits de François II moribond. L'ensemble est peint au vif et au cru, nu. Dans l'angle du dessin, la croix est transformée en hache. La caricature est osée mais claire. Au-dessus d'un roi grabataire, les catholiques gouvernent la France par la hache et non par la croix. Les Guises, dénués d'humour, n'apprécient guère la plaisanterie et la toile est immédiatement détruite. Nul ne doit faire allusion à l'outrage. Mais un pamphlet anonyme court bientôt les rues de Paris, publié dans le Réveil matin des François et de leurs voisins. Il est signé d'un pseudonyme révélateur, Eusèbe Philadelphe Cosmopolite, libertaire. Libertaire comme les tailleurs de pierre de la caverne. La scène, sculptée à Denzé, est visiblement inspirée de cet événement. Comment en ont-ils eu connaissance? Peut-être par l'intermédiaire de leur maître, un certain Pierre d'Angers, qui a séjourné à la cour de Blois.